Voyez-vous une sorte de courbe d'apprentissage dans les pays du CCG, peut-être en Arabie Saoudite ou aux Émirats arabes unis? Oh oui. Et en quoi consiste-t-elle? Oh yes. Oh yes. There's a learning curve for sure. And this learning Oh oui, il y a assurément une phase d'apprentissage. Et cette prise de conscience a commencé bien avant les hostilités. Je pense que l'Arabie Saoudite, le Qatar, je ne sais pas précisément pour les Émirats arabes unis et Oman. Je pense qu'ils voient ce qui se profile. Ce sont des dictatures oppressives, mais leurs dirigeants sont des gens intelligents. Je pense qu'ils sont rationnels. Et je pense qu'ils comprennent que cette guerre est aussi existentielle pour eux. Et je crois qu'ils commencent à comprendre ce que Henry Kissinger voulait dire quand il disait qu'il est dangereux d'être l'ennemi des États-Unis, mais mortel d'en être l'ami. Maintenant, ils le voient. Et je pense qu'ils comprennent que les États-Unis sont une puissance en déclin, que l'Iran est une puissance montante, que l'Iran est soutenu par la Chine et la Russie, et que l'avenir favorise l'Iran. Je pense donc qu'ils comprennent qu'ils doivent ménager la Chine et la Russie, et qu'ils doivent ménager l'Iran. Et moi je dirais qu'il y a des communications en coulisses, probablement aussi soutenues par le Pakistan, qui se trouvent un peu dans la même situation, afin d'essayer de limiter pour eux-mêmes les dégâts des retombées de cette guerre. Et le problème, c'est que tous ces royaumes possèdent des quantités massives d'actifs, entre leur balance commerciale et leurs fonds souverains. Ils ont près de 5 000 milliards de dollars bloqués dans des institutions financières occidentales. Et si les puissances occidentales n'ont eu aucun scrupule à geler près de 300 milliards de dollars d'actifs russes, alors que la Russie est une puissance nucléaire, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent à ces royaumes. Le problème n'est donc pas une confrontation militaire avec l'Iran. Le problème, c'est que si elles gèlent vos actifs, si vous n'avez plus d'argent pour payer les salaires de vos policiers, de vos militaires, de vos enseignants, de vos infirmières, de tous ceux qui vivent des institutions publiques, vous pourriez être renversé. Si votre économie entre en récession, vous pourriez avoir une révolte sur les bras chez vous. Donc pour eux, le risque, c'est une déstabilisation de l'intérieur. Et c'est la même chose pour le Pakistan. Je pense donc qu'ils comprennent tous que le vent souffle très clairement en faveur de l'Iran et que leur avenir dépend de relations bonnes et constructives avec l'Iran, la Russie et la Chine. Mais à court terme, ils sont très vulnérables à la déstabilisation, à un changement de régime, si même à des assassinats. Et cette vulnérabilité les expose aux puissances occidentales. Et puis, vous savez, ils pourraient perdre complètement leurs avoirs bloqués dans les banques occidentales. Donc ce sera un équilibre très compliqué à trouver. Et je pense que les Iraniens le comprennent aussi. Ils comprennent que ces monarchies sont dans une position difficile. Ils doivent probablement se concentrer sur le fait de chasser les États-Unis et la Grande-Bretagne de la région et de contenir Israël. Et il vaudrait mieux ne pas unir l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Ensuite, vous savez, il y a la Turquie et l'Azerbaïdjan qui pourraient aussi changer de cap. Il vaut mieux ne pas unir toutes ces forces contre soi-même. Donc je pense que les Iraniens vont eux aussi essayer de limiter les dégâts. Mais la question entre l'Arabie Saoudite et Ansar Allah est une question douloureuse. Et je ne suis même pas sûr que l'Iran ait tant de contrôle que ça sur elle. Oui, je pense que l'Iran, dans sa manière de voir le Yémen, ce n'est pas une décision prise par l'Iran. D'après ce que je comprends, le Yémen se manifeste parce qu'il voit une opportunité. Il voit que le détroit est fermé et c'est pour lui le moment de faire pression sur l'Arabie Saoudite. Enfin, sans la fermeture du détroit d'Ormuz,
Comment pourraient-ils faire pression sur l'Arabie saoudite en le fermant? C'est ça leur raisonnement, oui. Ceux qui disent que tout tourne autour de l'Iran. Bien sûr, je pense que le Yémen a sa propre vision, sa propre compréhension. Pendant la guerre, ils ne sont pas entrés en guerre parce qu'ils n'en voyaient pas la nécessité. Et il y a beaucoup de forces par procuration là-bas. D'une certaine manière, elles coopèrent entre elles, mais elles y voient aussi leur propre intérêt. Il ne s'agit pas seulement de faire du bruit, d'aider et d'être un outil. Non, cela n'a rien à voir avec le rôle du Yémen, avec le rôle de la résistance irakienne, avec le rôle du Hezbollah. Mais malheureusement, dans les médias dominants, l'idée est que l'Iran les utilise tous comme des outils et... Non, non, ce n'est pas le cas. Et je pense que même les gens qui disent ça savent que ce n'est pas le cas. Ils se contentent de répéter des éléments de langage pour des raisons politiques. Ils comprennent que le Hezbollah a son propre agenda. Ansar Allah a son propre agenda. Ils coopèrent. Ils se soutiennent mutuellement. Mais ils ont tous des problèmes locaux. Et ces bouleversements les aident en ouvrant certaines opportunités pour eux. Et Ansar Allah est assiégé depuis 2015. Et l'Arabie saoudite a été un mandataire très volontaire des puissances occidentales. Et ce ne sont pas seulement les États-Unis. Il ne faut pas oublier que les Britanniques jouent un rôle très très important dans cette région. Et que les Britanniques ont été le principal soutien de l'Arabie saoudite pendant sa guerre de 7 ans contre le Yémen. Et que les Britanniques sont toujours extrêmement actifs aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et pratiquement dans toute la région. Et leur programme est entièrement axé sur un changement de régime en Iran. Cela fait partie de leur pivot vers l'Indo-Pacifique, qui est leur objectif officiel prioritaire en matière de politique étrangère. Et leur pivot vers l'Indo-Pacifique n'est pas possible tant que l'Iran n'a pas subi, un changement de régime. Les États-Unis, et je pense que, vous savez, Trump s'est rendu très facile à détester. Et donc, beaucoup d'analyses et de commentaires se concentrent sur Trump. Mais ces politiques sont antérieures à Trump. Ça remonte bien avant son arrivée à la Maison-Blanche. Et si vous lisez les documents de stratégie et de politique publiés par des groupes de réflexion britanniques, vous voyez que tout ce qui se passe aujourd'hui a été écrit à Londres. Y compris, vous savez, l'un des obstacles à l'élimination de l'Iran, c'était le Venezuela. Vous le croyez, ça? Et le groupe de réflexion britannique en politique étrangère appelé Policy Exchange, il s'appelle Policy Exchange, a publié un document en 2023, en juillet 2023, donc avant le 7 octobre, n'est-ce pas? Published a document in 2023, in July 2023, so before October 7, right? And they wrote all the... Et ils ont tout consigné par écrit. C'est comme un document monstrueux de 72 pages. Tout y est détaillé, y compris le fait de dire que le Venezuela, vous savez, il faut en prendre le contrôle parce que le Venezuela est le principal canal de l'influence iranienne et du Hezbollah en Amérique du Sud. Et boum, Trump arrive au pouvoir, s'en prend au Venezuela. Et ensuite, on a des gens du renseignement israélien, du renseignement militaire qui circulent, qui infiltrent les milieux du renseignement et de l'armée vénézuélien. Donc vous savez, Trump s'est engouffré là-dedans. Je pense que c'était une énorme erreur stratégique de sa part. Il en assume la responsabilité. Je ne l'excuse pas du tout. Si je pense qu'il est important de garder la vue d'ensemble à l'esprit, c'est parce que là encore, on se berce de l'illusion que, oh, vous savez, s'il suffisait de retirer Trump de la Maison-Blanche, tout irait mieux. Non, ce n'est pas le cas, parce que ça n'a pas commencé avec Trump et ça ne se terminera pas avec Trump non plus. Je pense que vous avez tout à fait raison.
La politique des États-Unis dans la région est peut-être celle des Britanniques. Je suis sûr que les Britanniques éprouvent beaucoup d'animosité envers l'Iran parce qu'ils avaient une certaine forme de contrôle sur le pétrole iranien. Et ils l'ont perdu. Ils n'oublient pas ce qu'ils ont perdu. C'est le problème avec les Britanniques. Et l'objectif, Alex, en Iran, c'est le changement de régime. Toujours. Regardez ce que Keith Kellogg a dit hier sur Fox News, qu'il faut continuer à assassiner les dirigeants iraniens, parce que ces cycles d'assassinat nous aideraient, d'une manière ou d'une autre, à affaiblir le gouvernement de l'intérieur. Ensuite, il faudrait lancer l'invasion. Il faudrait faire tout ça dans le sud, dans l'ouest de l'Iran. Il semble penser qu'en tuant des gens, il va parvenir à ses objectifs. Mais si l'on regarde la réalité, Alex, sur le champ de bataille, nous avons vu l'attaque iranienne contre la Jordanie. Pour la première fois, les États-Unis reconnaissent avoir subi des pertes. 4 membres des forces ont été tués. 4. Et pour la première fois, on voit le président des États-Unis, aux côtés de Pete Hegseth, recevoir les cercueils de ses soldats. Cela rappelait, d'une certaine manière, la guerre du Vietnam, ou quelque chose comme ça, pour la première fois. Mais les pertes, Alex, sont bien plus importantes que ce que nous entendons de la part des États-Unis. Et aux États-Unis, certains se demandent pourquoi l'administration Trump ne rend pas compte de la réalité du champ de bataille. À mon avis, ce qui s'est passé et ce qui est important, c'est l'attaque iranienne contre la Jordanie. Et cela a changé l'état d'esprit à Washington. Parce que si l'Iran est capable de frapper toutes ces armes qu'ils ont retirées des pays du CCG, en pensant d'une certaine manière qu'elles seraient en sécurité en Jordanie, et que l'Iran frappe le même endroit, l'emplacement exact de ses armes et de ses forces, cela veut dire qu'ils reçoivent beaucoup de renseignements de Jordanie. Et hier, les États-Unis ont décidé de se retirer d'une base en Arabie Saoudite et d'une autre en Jordanie. Et voilà la prochaine étape de leur côté. Quelle sera-t-elle? Vont-ils aller en Israël? Parce que la seule façon pour eux de poursuivre des attaques avec la même intensité, ce serait depuis Israël. S'ils vont loin, en Grèce, ou peut-être à Diego Garcia, il leur sera très difficile d'opérer, d'attaquer l'Iran. Eh bien, je ne sais pas s'ils vont pouvoir maintenir la même intensité d'attaque depuis Israël. Et il est clair qu'à l'heure actuelle, Israël est le plan de repli. Mais vous savez, frapper l'Iran depuis Israël, c'est un aller-retour de 3000 km pour leurs avions. This is 3,000 kilometers, 3,000 kilometers round trip for their aircraft, right? So you can launch only so many aircraft because to launch them. Vous ne pouvez donc lancer qu'un nombre limité d'avions, parce que pour les faire décoller, il faut que les avions ravitailleurs en attente soient disponibles pour les missions de ravitaillement. Contrairement à ce qu'affirme l'administration Trump, l'Iran dispose bien de défenses antiaériennes efficaces. Peut-être pas au même niveau que la Russie, mais elles existent malgré tout. Ces avions, comme les ravitailleurs, vont donc tous être exposés. Il faudra aussi faire voler ces avions AWACS, qui seront eux aussi vulnérables. Je pense que les Russes ont fourni à l'Iran des systèmes S-400. Il ne leur reste donc plus aucune option sans risque. Et vous savez, vous et moi en avions parlé avant février, les États-Unis risquent d'être expulsés de la région. Et cela prend forme aujourd'hui. Et la raison pour laquelle ils vont mentir sur leurs pertes, c'est que je me souviens avoir entendu dans les milieux militaires américains que dès le mois de mars, les pertes du côté des États-Unis se chiffraient déjà à plusieurs centaines. Et maintenant, lors de cette toute récente attaque des Iraniens, en Jordanie et ailleurs, je crois qu'ils en sont arrivés à un peu plus de 700 blessés. Eh bien, si vous avez eu 700 blessés, comment diable seulement 4 d'entre eux ont-ils été tués? Vous savez, il y a toujours une proportion. Parmi autant de pertes,
il y aura tel pourcentage de morts et tel pourcentage de blessés. Ce sera un tiers de morts et 2 tiers de blessés. Et là, vous aviez 700 blessés et seulement 4 morts. Évidemment, ils mentent. Et la raison pour laquelle ils mentent est très évidente. Parce que dès que des informations sur de lourdes pertes commenceront à se répandre dans l'opinion publique américaine, l'administration va subir une pression populaire croissante pour tout simplement partir, se retirer. Et au final, ils vont être forcés de le faire. Et je ne sais pas comment ils peuvent ne pas se souvenir de ce qui s'est passé en Afghanistan ou de ce qui s'est passé au Vietnam. Je veux dire, c'est tout simplement surréaliste. Et maintenant, ils se sont attaqués à l'adversaire le plus puissant qu'ils pouvaient choisir, à moins d'entrer en guerre contre la Russie ou la Chine. Et qu'est-ce qu'ils espèrent? Vous n'avez pas réussi à vaincre les talibans après 20 ans d'efforts, et maintenant vous pensez que vous allez vaincre les Iraniens. C'est presque comme si on s'était réveillé sur la mauvaise planète. La raison pour laquelle je ne ressens pas la même chose qu'avec les guerres en Irak et en Afghanistan, c'est que toutes les conséquences de ces guerres, ou la plupart d'entre elles, restaient à l'intérieur des frontières de ces pays. Aujourd'hui, la guerre ne se limite pas à ça. Même si l'on compare la guerre en Ukraine, Alex, à la guerre en Asie occidentale entre l'Iran et les États-Unis. Il y a 2 semaines, Donald Trump a dit que la guerre en Ukraine n'avait aucun impact sur les États-Unis. Ce qui n'est pas vrai, soit dit en passant. Mais c'est ce qu'il a dit. En revanche, quand il s'agit de l'Asie occidentale, il ne peut pas ignorer l'influence de la guerre dans cette région sur l'économie américaine, parce que les gens le ressentent dans leur vie quotidienne. Ils le voient quand ils vont acheter des choses, quand ils mettent de l'essence dans leur réservoir, quand ils font le plein de leur voiture. Ils savent quel est le prix du pétrole et des marchandises aux États-Unis. On ne peut pas l'ignorer. C'est le problème de Donald Trump, et il s'aggrave. Il ne diminue pas. Et c'est pourquoi, selon moi, l'escalade qui se produit sur le champ de bataille entre l'Iran et les États-Unis s'accélère fortement, en raison de l'impact de cette guerre sur l'économie mondiale. On ne peut pas poursuivre cette guerre indéfiniment. Et s'ils vont le faire, ils le feront rapidement. Ils pourraient chercher à attaquer certaines zones, la partie sud de l'Iran peut-être, comme le préconise Keith Kellogg, en menant une forme d'invasion. Et s'ils le font, quelle est votre analyse? Supposons que Donald Trump fasse une chose pareille. Qu'espère-t-il obtenir? Je ne peux imaginer autre chose qu'une défaite humiliante. Saddam Hussein a essayé de faire la guerre à l'Iran. Il pensait pouvoir rallier la population arabe d'Iran. Ça ne s'est pas produit. Et je pense que c'est encore moins susceptible de se produire aujourd'hui. Et souvenez-vous, Nima, cette guerre, je pense que la raison même pour laquelle ils ont lancé cette guerre, stupidement, c'est que les Israéliens avaient vendu à Trump l'idée suivante. Tout serait terminé en 3 ou 4 jours. Vous allez faire quelques bombardements aériens. Nous allons tuer les dirigeants. Nous allons activer nos relais sur le terrain pour renverser le gouvernement. Et ce sera comme un Maïdan en Ukraine, ou quelque chose comme le Venezuela, un changement de régime net et rapide. Nous aurons le contrôle. Et après ça, nous n'aurons plus aucun souci au monde. Et nous allons avoir une maîtrise totale du Moyen-Orient, des 30 000 milliards de dollars de richesses en ressources naturelles de l'Iran, à 92%. Ce sera une immense victoire, tout simplement. Et vous disposerez alors d'un levier considérable face aux Russes et aux Chinois dans vos négociations. Trump a donc vendu cette promesse. Rien de tout cela ne s'est avéré vrai. Donc, si vous n'avez pas été capable d'atteindre votre objectif en 3 ou 4 jours et que vous vous en éloignez de plus en plus, vous devriez arrêter.
Vous devriez simplement limiter vos pertes, vous retirer. Mais Trump a constamment choisi l'escalade. Et même après la guerre de 40 jours, en février et mars, il avait l'occasion de limiter ses pertes, de dire d'accord, nous avons un cessez-le-feu. Il aurait pu déclarer victoire et s'en aller. Mais non, il est allé imposer un blocus à l'Iran. Il a donc laissé passer toutes les occasions de prendre une porte de sortie. Et plus on va loin, plus il est difficile de se retirer. Vous savez, ça fait partie de l'histoire. La même chose s'est produite en Corée, au Vietnam, dans pratiquement toutes les guerres. Toute guerre impériale est très facile à déclencher, mais extrêmement compliquée à quitter. Il est donc, maintenant, pris dans un piège d'escalade. Il n'a aucun moyen d'atteindre ses objectifs, aucune stratégie. La stratégie, en gros, c'est on va les frapper, on va les bombarder très durement, alors qu'il est parfaitement établi qu'on ne peut pas gagner la guerre depuis les airs, qu'il faut lancer une invasion terrestre. Qui va mener l'invasion terrestre? Les forces américaines dans la région? Peut-être qu'elles ont quelques milliers de soldats prêts au combat, peut-être 10 000. Les Iraniens, eux, sont tous en vacances. Ils ne vont pas riposter. Nima, c'est l'une de ces absurdités de l'histoire. Je pense que quand on écrira l'histoire de cette période, les gens se demanderont « Comment quelqu'un peut-il être aussi stupide? Comment est-ce seulement possible ?» Mais nous y voilà. Et tu sais, toi et moi, on en discutait avant même le début de la guerre. On se disait, c'est bien trop stupide pour que qui que ce soit le fasse. Personne n'est aussi stupide. Donc, évidemment, ils ne vont pas faire la guerre à l'Iran. Eh bien, je me suis lourdement trompé là-dessus. Boy, was I wrong about that.